Dans cette édition, retour sur la conférence de presse animée hier par le chef de l'État Alassane Ouattara à la fin de sa tournée dans la région du Tankoui. Le dossier du dimanche nous conduira à Tekoubé où nous irons à la découverte du marché de poissons d'Abobodoumé. Et en Malaisie, on a voté aujourd'hui dans le cadre des législatives un scrutin jugé historique. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. On reparle de la tournée du chef de l'État Alassane Ouattara dans la région du Tankoui. Avant son retour à Abidjan hier, le président a fait le bilan de sa tournée devant la presse. Au cours de cette rencontre, il s'est prononcé notamment sur la sécurité et le foncier rural à Mikoulibaly, Kanga. Conférence bilan du président Ouattara à Mont. Au cours de cette visite, on retient le bitumage de l'axe d'Anané-Lola en Guinée vers la frontière libérienne. Coût des travaux, 200 milliards de francs CFA. Alassane Ouattara a aussi expliqué que 13 milliards de francs CFA ont été investis dans le district des montagnes de 2011 à 2012. Cette conférence a été l'occasion pour le chef de l'État d'évoquer les sujets relatifs notamment à la réforme de la nationalité et à la propriété foncière. Le foncier qui crée un climat d'insécurité dans l'Ouest. La nationalité et le foncier, deux dossiers qui seront traités par l'Assemblée nationale car selon le président Ouattara, la question n'a pas évolué malgré les multiples accords de sortie de crise. Je me réjouis de constater que maintenant, cette région, ce district est en paix et en sécurité. Nous avons d'ailleurs déployé des moyens très importants pour sécuriser l'Ouest, notamment la frontière avec le Libéria. Et maintenant, nous considérons qu'avec les contacts et la coopération très étroite avec le Libéria, et en plus entre Madame la Présidente Ellen Johnson-Sirleaf et moi-même, que la situation devra se renforcer davantage. Nous envisageons d'ailleurs dans les semaines qui viennent de tenir une grande réunion à la frontière avec les populations, avec les chefs traditionnels des deux pays, puisque c'est un peu les mêmes ethnies, pour qu'eux aussi s'insèrent dans le processus de réconciliation. Il a aussi été question du retour de 200 militaires ivoiriens réfugiés au Togo depuis la crise de 2010. En outre, le président n'exclut pas la formation d'un nouveau gouvernement. Prochaine tournée du chef de l'État, la région des Savanes, dans le nord de la Côte d'Ivoire, et c'est en juillet prochain. On parle tourisme en images. Les grossistes des circuits touristiques ou tour opérateurs échangent avec les opérateurs économiques. La rencontre qui s'est tenue cet après-midi intervient après la visite de plusieurs sites touristiques de Côte d'Ivoire. De nombreux problèmes détectés, le mauvais état des infrastructures routières et les hôtels qui tombent en ruine. Des désagréments qui devraient être résolus dans un délai de 12 mois. C'est en tout cas ce qu'affirme le directeur de Côte d'Ivoire Tourisme, Jean-Marie Sommet. Réhabiliter les routes et les hôtels pour un tourisme performant. Nous écoutons le directeur de Côte d'Ivoire Tourisme et quelques participants. Réaction recueillie par Mikoulibaly, Kanga. Il était important pour moi de faire l'état des lieux de l'offre touristique de la Côte d'Ivoire sur le plan international d'abord. C'est vrai qu'on va revenir sur le plan national, mais cet édito permettait à nos opérateurs économiques de se positionner vis-à-vis de la demande des pays européens. Attirer les devises en Côte d'Ivoire, c'est un leitmotiv pour moi. Nous avons exploré San Pedro, Abidjan-San Pedro, la forêt de Taï, Grand Bérébi, la baie des Sirènes. Au final, on s'est dit qu'il est vraiment difficile actuellement de réaliser un tel périple sans une évolution des infrastructures routières. C'est vrai que l'état des routes souvent pose problème. Nous avons quand même eu des petites difficultés, mais qui s'est arrangé quand nous sommes arrivés à Monogaga. Nos tours opérateurs étaient vraiment contents de cette région touristique qui est les Basses Sandra. On est spécialiste uniquement sur l'Afrique, et moi je suis responsable de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que le potentiel est énorme, par son accueil, par son sourire, par ces petits villages, par le climat qui est agréable évidemment. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau des hôtels, au niveau de l'infrastructure routière qui n'est pas toujours bonne. La route pour aller à San Pedro est très complexe, mais le potentiel est là.
Culture toujours, Viva la Musica, ce rendez-vous qui prône l'unité et la réconciliation est à sa 2e édition. Cette année encore, les enfants issus de divers horizons ont joué de tous les instruments, une mélodie pour la réconciliation et c'est Franck Quadio qui nous la restitue. Des notes gaies et alertes sorties du piano, un Steinway & Sons, le neck plus ultra. Pas facile à dompter, mais Lidjou, comme d'autres virtuoses, malgré leur jeune âge, ont la main agile et de l'expérience. Son Kwan, par exemple, 17 ans, joue du piano depuis l'âge de 7 ans. C'est l'instrument où tu peux, je pense, un peu exprimer mieux tes sentiments. Genre quand tu es à la maison, tu es fâché ou bien tu es triste, quand tu joues. C'est différent en fait. Des jeunes talents originaires d'Asie, mais aussi de jeunes Ivoiriens, tous venus participer à cette 2e édition de Viva la Musica, carrefour musical qui permet à des jeunes apprentis musiciens d'exprimer leur talent. J'ai trouvé l'instrument compliqué, donc j'ai voulu me lancer un défi. À l'initiative de cette rencontre festive, le couple ivoiro-japonais qui veut se servir de son exemple pour promouvoir le métissage culturel et le thème choisi, réconciliation et unité. C'est un thème cher à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire revienne comme elle était, que la Côte d'Ivoire retrouve son unité, sa concorde. Et donc nous voulons cette année, à notre niveau, contribuer aux efforts de nos autorités politiques et administratives. L'action plaît, mais on peut faire mieux. Trop de classiques européens, certains préconisent une part belle aux rythmes locaux. J'ai vu des enfants de 6 ans, 7 ans jouer du piano, mais ils jouent du piano pas que de quoi, des airs de Beethoven, de Mozart, de Bach. Moi, je suis en train de faire un travail à l'INSAC où je vais amener nos enseignants à écrire, à transcrire du Amélie Pierre, du Jimmy Yassin, du François Louga, du Niao Jimmy, pour que les enfants apprennent à jouer du piano par rapport aux sonorités de chez nous. N'empêche, l'art n'a pas manqué d'être célébré à la grande satisfaction de visiteurs, dont de nombreux parents de jeunes talents. La musique d'abord permet de contribuer à son équilibre, l'accompagne dans ses études. Donc c'est un divertissement, mais c'est en même temps aussi l'apprentissage de la culture. Une 50aine de jeunes artistes ont participé à l'édition 2013 de Viva la Musica. On part à l'étranger, en Somalie, attentat meurtrier ce dimanche contre un convoi gouvernemental dans le centre de Mogadiscio. Selon la police, au moins 11 personnes ont été tuées. Nouvel attentat suicide dans la capitale somalienne. Un kamikaze a lancé sa voiture piégée contre un convoi du ministère de l'Intérieur à Mogadiscio. Bilan, une dizaine de morts. Une attaque à 48 heures d'une conférence internationale sur la Somalie qui doit se tenir à Londres. Aucune revendication encore, mais un chef islamiste, Shebab, a appelé samedi à multiplier, je cite, les opérations martyrs. Et puis en bref, en Libye, le Congrès général national a adopté aujourd'hui une loi qui exclut de la vie politique libyenne toute personne ayant occupé un poste de responsabilité sous le régime de Mouammar Kadhafi. Les hommes armés qui cernaient depuis quelques jours les ministères des Affaires étrangères ont aussitôt annoncé la suspension de leur mouvement. Direction l'Asie du Sud-Est, plus précisément en Malaisie, où l'on votait aujourd'hui pour les élections législatives. Très tôt dimanche, les électeurs se pressent dans les bureaux de vote. L'enjeu est de taille. Pour la première fois depuis l'indépendance de la Malaisie, le pouvoir peut changer de camp. Le parti qui gouverne depuis 1957 pourrait perdre les législatives. 13 millions de personnes sont appelées aux urnes. Beaucoup ont envie de changement. Yes, we have to change. Au niveau fédéral, oui, nous devons changer. Car si vous regardez le programme de l'opposition, leurs propositions sont bénéfiques pour le peuple. Leur espoir de changement, c'est Anwar Ibrahim qui l'incarne, le chef du parti Pakatan Rakyat. Accusé de corruption, condamné pour homosexualité en 1998, puis blanchi en 2012, celui qui fut vice-premier ministre a repris le flambeau de l'opposition. Principal thème de campagne, la lutte contre l'autoritarisme, contre les discriminations et surtout contre la corruption.
En 2008, son parti a remporté un tiers des sièges au Parlement. Cette fois, Anwar Ibrahim estime que seules les fraudes pourraient le priver d'une victoire. Nous voyons, Dieu soit loué, tous les signes d'un raz-de-marée. Nous sommes très optimistes. Face à lui, le Premier ministre sortant, Najib Razak. Fils d'un héros de l'indépendance, il est en poste depuis 2009. Malgré des scandales de corruption, sa popularité reste élevée. Après avoir voté, il affirme que tout est fait pour limiter les fraudes. Après de nombreuses discussions, nous avons accepté des demandes de l'opposition, notamment l'utilisation d'encre indélébile. Nous essayons de mener à bien le processus électoral pour avoir des résultats crédibles. Les résultats s'annoncent très serrés entre le parti du Premier ministre et celui de son rival. En cas de défaite, l'opposant Anwar Ibrahim a d'ores et déjà annoncé qu'il quitterait le devant de la scène politique. Pour le dossier du dimanche, direction à Bobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé. Ce village ébrié en bordure de lagune est réputé pour son marché de poissons. Un tour dans ce marché pour découvrir l'activité des marailleuses, ces femmes qui font le commerce en gros du poisson frais. Et c'est Grace Kando et Franck Quadio qui nous y conduit. Des marailleuses dans l'eau, des femmes en attente de bateaux ou de pirogues de pêche. Nous sommes à Abobo-Doumé, commune d'Atekoubé. Ici, s'est développée au fil des années l'activité de la pêche. Ces marailleuses sont les intermédiaires entre les pêcheurs et les revendeurs de poissons. Pour être une bonne marailleuse, il faut mettre tes bases. Tes bases, c'est quoi? C'est de travailler en collaboration avec le piroguier. Pour avoir une priorité sur une pirogue de pêche, le propriétaire te dit de donner une caution. Il vient vers toi parce qu'il a des petits trucs à payer. Ça peut être 50 000, 100 000, ce que tu peux avoir. Donc quand tu donnes cet argent, tu as accès sur la pirogue. Tu arrives, s'il envoie son poisson, c'est à toi qu'il donne. C'est toi qui achètes le poisson. Mais cet argent que tu as déposé là, c'est remboursable. Sur cet espace en plein air, des poissons de tout genre. Mais période de vache à maigre oblige, le prix du poisson en gros est en hausse. Je suis une marieuse. Mon bateau vient d'arriver là. J'ai payé du poisson dans l'eau à 20 000 francs dans le bateau. Les pots de poisson que vous voyez là, c'est à 20 000. Et quand nous sortons, je les vends actuellement là à 23 000, 24 000. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de poisson. Nous sommes dans une période creuse. Maintenant, en juin, août, septembre, pendant ces 3 mois-là, en ce moment-là, il y a des poissons beaucoup ici. C'est la traite de notre poisson ici. Là, les bassines, nous les vendons à 22 000, 22 000. Mais actuellement, il n'y a pas assez de poissons. Nous les vendons à 23 000, 24 000. Dans 2 jours là, c'est cher. Mais peut-être quand le mois ça va finir, on va gagner un peu moins cher. Sinon, pour le moment, les poissons sont très chers. On ne sait pas comment il faut s'en sortir. C'est très dur pour nous, les femmes qui vendent le marché. Et puis quand on se rend au marché aussi, on ne sait pas comment il faut faire les prix. Ces vendeuses de poissons disent être confrontées à de nombreuses difficultés. Par exemple, la conservation du poisson qui se fait dans des carcasses de réfrigérateurs. Les conditions dans lesquelles on conserve ne sont pas adaptées. Le poisson qui n'est pas fini, qu'on a mis la glace dessus, le lendemain, la partie de la glace qui se retrouve en haut, s'effrite, qui fait que les premières couches de poisson se gâtent. Ce cheminement a fait que nous enregistrons beaucoup de pertes post-capture, qui nous font perdre beaucoup d'argent et qui fait que le revenu même de ce que nous faisons là, ce n'est pas assez, ça ne peut pas nous aider. Des difficultés, mais aussi énormément de besoins pour l'amélioration des prestations. On lance un appel à tous ceux qui peuvent nous aider, surtout à ceux qui parlent de la sécurité alimentaire. On ne peut pas parler de sécurité alimentaire et puis ne pas venir en aide à ceux qui ont ce problème-là. Et aujourd'hui, quand on voit qu'après la capture, il y a beaucoup de pertes, il faut qu'on nous aide à vraiment limiter ces pertes-là. La zone de pêche d'Abobo-Doumé est divisée en plusieurs secteurs. Le plus actif, celui des mamans bronchites. Elles s'occupent du nettoyage du poisson. Il y a aussi les chargeurs, en majorité des jeunes gens. En somme, une activité débordante règne sur le site, réputé pour ce commerce halieutique. 60% du poisson vendu à Abidjan provient en effet d'Abobo-Doumé. Voilà, c'est la fin de ce quart d'heure d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI2.